L'Ukraine qui frappe à nouveau, ça d'hier, on est à l'ouest, à la frontière entre la Russie et la Biélorussie. On parle un petit peu moins de cette région, mais là on est à 500 km de Kiev. Oui. Rassurez-vous, on a mis la bonne carte, c'est bon, merci Didier de suivre. C'est le gouverneur de la région de Smolensk qui a déclaré que 17 drones ukrainiens avaient frappé la région, sous même des témoignages d'habitants qui rapportent ces faits. Il y a eu un incroyable incendie dans la région, vous allez le voir sur ces images là. On vous rassure, c'est plus à Pokrovsk, on est en Russie. C'est là où l'armée ukrainienne a frappé à nouveau. Regardez ce que dit cette armée. L'Ukraine affirme avoir frappé l'infrastructure de l'usine aéronautique de Slomensk où des avions de combat sont modernisés et construits. Voilà. Donc là aussi, c'est un coup fatal qui est apporté, général. Alors d'abord, il y a toujours la cible de nature stratégique qui est intéressante parce que je crois qu'il y a non seulement des avions de combat, mais également des missiles donc qui sont construits dans cette usine. Donc des missiles qui vont jusqu'à 2000 km. Enfin bon, c'est une très grosse usine. Et deuxièmement, il y a toujours maintenant l'exploit, mais qui est quasi quotidien. C'est plus un exploit, c'est cette entrée véritablement dans la routine ukrainienne, c'est de bombarder, d'être capable d'envoyer des drones ou bien des missiles à longue portée à plusieurs centaines de kilomètres. Regardez la distance entre Kiev et Smolensk. C'est absolument considérable. Il y a au moins, je dirais 500 kilomètres, peut-être. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Ils sont capables de taper presque n'importe où en Russie. Alors peut-être pas non plus à Vladivostok, mais au moins entre Kiev et Moscou, il n'y a plus une cible qui est hors de portée. Elisabeth, est-ce qu'ils sont en train vraiment d'atteindre l'appareil de production militaire des Russes ? Je pense qu'ils essaient en tout cas et ils frappent vraiment des cibles qui sont très importantes en termes de logistique, en termes énergétiques surtout, ce qui est toujours très impressionnant en plus au niveau visuel. Mais je pense qu'aussi, encore une fois, on parle pas simplement du fait de frapper, mais du message que ça renvoie. Et je pense que ça renvoie aussi le message de l'importance de cette combativité ukrainienne, de cette innovation ukrainienne d'aller pouvoir aller au-delà, qui est importante par rapport, et on revient aussi au monsieur qui a été inauguré, enfin qui a eu sa inauguration hier. Trump, il doit voir ça avec beaucoup d'intérêt, je pense. Didier François et Guillaume Roquette sont sur leur portable, donc ils ont de dernières informations. Oui. Non, mais je me demandais combien de temps est-ce que les Russes vont se faire frapper comme ça et désorganiser. J'imagine que la zone est trop grande pour avoir une protection suffisante, suffisamment performante contre ces missiles ou contre ces drones, mais est-ce que les Russes vont éclater leur activité, leur production militaire ? Ils ont un avantage qu'on appelle de façon un peu prétentieuse la profondeur stratégique, mais pour dire les choses crûment, quand vous êtes dans un très grand pays, probablement que vous pouvez vous permettre du coup de disperser vos productions militaires pour être moins vulnérables. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est réalisable. Les usines, certainement pas. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus du tout parce que si on compare souvent avec cette guerre, avec la Deuxième Guerre mondiale, et on se dit, oui, comme l'Union soviétique à l'époque quand il était attaqué par les nazis allemands, donc bien sûr les soviétiques, ils ont rapatrié les usines derrière l'Ural et ça les a protégés. Mais ici, c'est plus possible parce que c'est les Russes qui sont les nazis dans le jeu aujourd'hui. C'est eux, contre eux, il y a les sanctions du monde entier et ils n'ont plus de capacité, ils ne produisent rien, ils ne font que le commerce, ils ne font que vendre les matières premières. Ils produisent quelques obus quand même. Oui, mais ils font tellement bien les obus que c'est les obus nord-coréens aujourd'hui qui les utilisent parce qu'ils n'en ont plus. Et ils ne sont pas préparés à cette guerre. Ils se sont préparés à faire une opération spéciale de courte durée pour arriver jusqu'à Kiev en une semaine, 3 jours. Ça y est, c'est plié. Mais 3 ans de bombardement, 3 ans d'avancée de l'armée ukrainienne de défense et surtout que les Ukrainiens se retrouvent déjà sur la terre russe. Et bien évidemment, mais qui a pu penser chez les Russes protéger ces usines qui se trouvent à 500 à 800 km de la frontière avec l'Ukraine? Impossible. Donc ils ne peuvent tout simplement plus les protéger. Et nous avons les témoignages, c'est la même usine est bombardée 3-4 fois à une semaine d'intervalle.
ça veut dire que rien ne change. Ils ne peuvent pas la protéger, toujours, tant que les Ukrainiens ne la détruisent. C'est vrai que c'est autant ils ont évidemment, ils peuvent reculer tout ce qui est les plateformes des vecteurs, donc par exemple les bases, les centres de commandement, les bases aériennes ont reculé. Les usines, c'est difficile aujourd'hui parce que en fait, oui, ils sont passés partiellement en économie de guerre, mais pas totalement en économie de guerre. Là, pour le coup, effectivement, la comparaison avec 1941 ne vaut pas, parce qu'il faudrait déplacer très lourdement des capacités de production. Une usine aéronautique, c'est quand même pas rien. Oui. Plus, ça veut dire qu'il faut aussi déplacer les travailleurs, les gens qualifiés, etc. Donc là, ils passeraient à autre chose. Je suis persuadé que si effectivement la Russie était attaquée et envahie, elle le ferait. Mais là, dans ce cas particulier, je pense que finalement le calcul qu'ils font est que ça sera plus. Il vaudra mieux qu'ils essayent de mettre en place des défenses antiaériennes, ce qui, à ce stade, ils n'arrivent pas à faire non plus, parce que ils ont aussi été. Là aussi, on voit bien qu'il y a des vrais choix stratégiques dans les cibles et le ciblage, qui est en termes de renseignement extrêmement bien fait. Et vous avez vu que les premières campagnes des Ukrainiens, ça avait été le pétrole et les raffineries, les défenses antiaériennes. Et ils ont vraiment tapé tout ce qui était S-300, S-400. Écoutez la violence de ces bombardements réussis par les Ukrainiens. Une tondeuse volante. Alors, qu'est-ce qui frappe là ? Là, c'est du drone. Oui, ça ressemble à ma tondeuse, donc c'est pour ça que je me dis que ça doit être des drones. C'est une grosse tondeuse quand même. C'est une grosse tondeuse. Je sais pas ce que vous avez comme tondeuse à la maison, mais oui, parce qu'il y a de la charge quand même. C'est de la tondeuse qui peut au moins emmener 40 kilos d'explosifs. Oui, au moins. Alors, le drone a cet inconvénient qu'il vole lentement, mais alors visiblement, s'il vole lentement, c'est encore pire s'ils ne sont pas capables de l'intercepter. Et malheureusement, ça n'emporte qu'une capacité d'explosif plus limitée qu'un missile. Un missile, ça peut être 200, 300, 400 kilos d'explosifs, et donc ça fait tomber un immeuble. Hein. Donc, mais là, ça semble être du drone, mais ça les empêche pas de faire ça, je veux dire, avec beaucoup d'efficacité. D'autant qu'ils saturent, ils en envoient plusieurs. Mais le vrai, on voit bien, la Russie aujourd'hui s'est mis en ordre de bataille pour être capable de fournir son front avec le matériel de combat, et particulièrement les obus, l'artillerie, les bombes planantes, qui reste un vrai gros sujet. Et voilà. Mais en revanche, dès qu'on arrive à des choses plus complexes, qui sont des systèmes d'armes, et particulièrement la défense antiaérienne, etc., là, ils ont du mal. Même les avions, etc., ils ne sont pas encore... Vous dites qu'ils saturent et qu'ils en envoient plusieurs. Justement, on a une autre image de cette attaque où, cette fois, le drone a été arrêté par la défense antiaérienne russe. À basse altitude, c'est ce qu'il me semble en tous les cas. Et à basse altitude, il peut avoir été arrêté par un Pantsir, donc c'est 1 à 20 km. C'est tout à fait le type d'artillerie qui permet d'arrêter un drone de cette nature, c'est ce que je dirais. Alors là, ça se passe dans quelle région, ça ? C'est la même. C'est toujours d'accord. Dites un mot, Smolensk, c'est aussi pour les Russes une histoire, historiquement, pour l'histoire militaire russe, c'est évidemment... C'est le deuxième chaudron en 1941. Donc il y a eu la bataille de Char. Il y a eu d'abord il y en a eu un à Kiev, mais c'est le troisième. Il y a Smolensk, c'est le deuxième, et le premier c'était en Biélorussie. Donc, et c'est la mémoire des campagnes de Napoléon, évidemment, pour ce qui s'est passé. Plusieurs millions de morts, de prisonniers. C'est ça. Donc évidemment, pour les Russes, pour qui l'histoire et l'histoire militaire est tellement présente, tout ça résonne énormément. C'est-à-dire, c'est pas très flatteur pour l'armée russe. C'est le territoire russe, quand même. Enfin, c'est là. Je pense qu'au tout début de la fameuse opération spéciale, quand ils pensaient décapiter le pouvoir politique autonome à Kiev, jamais Vladimir Poutine n'a eu en tête l'idée que ça allait frapper sur son territoire. Alors, on parle même pas de l'affaire de C'était les lignes rouges, c'était les fameuses lignes rouges. Oui, et puis, mais effectivement, même les alliés occidentaux étaient un peu... faut y aller, pas y aller. Rappelez-vous, une des toutes premières interventions de Poutine était pour dire s'il y a un intérêt vital du territoire, etc., concerné, tout de suite nucléaire. Il avait évidemment tenté d'effrayer comme ça les Occidentaux. Bien sûr. Et ça a marché. On est bien pour les Américains, surtout pour Biden. Non, mais par ailleurs, c'est normal de prendre en compte ce risque-là. Quand même, on ne peut pas s'amuser avec des choses aussi fortes que le nucléaire sans calculer. Mais la démonstration a été faite que petit à petit, c'est tout le problème d'ailleurs. Et c'est le problème qu'ont les puissances nucléaires. Vous savez, c'est le
jeu qu'on a dans les cours d'école, là. Chou-fleur, chou-fleur. On fait un pas, puis un deuxième. Pour ça, je ne connais pas votre truc de chou-fleur. Quand on était petit, on faisait un pas. Elisabeth et moi, non, je suis d'accord avec alors c'est quoi, chou-fleur? Et puis après, chou-fleur. On y jouera tout à l'heure. Comme ça, on avance dans les collèges militaires. Mais non, mais c'est un truc, ça permet de grignoter. Et c'est ce qui a été fait finalement. Donc ils sont passés sous le seuil de la dissuasion nucléaire. Et c'est d'ailleurs un problème, y compris pour les pays qui ont l'arme nucléaire, qui est de dire attention, parce que si on passe trop sous le seuil nucléaire russe, si on affaiblit leur dissuasion, on va leur montrer qu'on peut affaiblir la nôtre. Donc il y a aussi cette affaire qui a un peu inquiété. Elisabeth a dit une chose très importante. Biden, lui, s'est laissé trop impressionner. Et le temps passe, on voit à quel point les Ukrainiens eux-mêmes trouvent tout à coup Biden beaucoup moins performant que dans le passé. C'est pas une fin de règne très flatteuse pour lui. Non, et si on lit le livre de Woodward qui était sorti War, il parle beaucoup de cette histoire des inquiétudes de Biden et de ceux qui l'entourent, mais je pense surtout de Biden, qui est d'une génération, il faut le rappeler, pour qui la guerre froide, pour qui cette histoire des guerres nucléaires est réelle. Et je pense c'est normal. Et c'est normal. Et on le retrouve quand même un peu chez Trump. Donc c'est pas Bien que sûr, Biden. on fait pas les cons avec du nucléaire.